Vous écoutez La Bonne Équipe. On a déjà dû vous poser la question « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Et en général, la réponse c'est « J'en sais rien ». Parce qu'on a besoin de bouchers, de business développeurs, de data scientists, d'infirmières, de maires, de militaires ou encore de pompiers, le podcast La Bonne Équipe, c'est le podcast des métiers. En partant d'un principe assez simple, la bonne équipe, c'est d'abord celle qui se complète en étant persuadé, bien sûr, que tout le monde a un rôle à jouer dans la société. Au travers des interviews que je vais dresser de mes invités, l'idée sera de comprendre en quoi consiste leur métier, quelles en sont les sources de plaisir ou les contraintes, l'idée étant bien sûr de vous inspirer un maximum. Je m'appelle Jérémy Muselet, je suis intervenant en école de commerce et plein d'autres choses encore, et je vous souhaite une bonne écoute. Hello les amis, nous voilà donc de retour pour un nouvel épisode. Cette semaine, en fait, j'ai décidé de vous parler de la profession d'avocat et d'avocate pour être plus précis. Je vais donc recevoir Safia Kerbouche. Safia, en fait, je l'ai connue au travers d'une entité qui s'appelle Consulide sur l'île, qui met en avant le travail de doctorant ou de docteur. J'ai une pensée pour Fred, Aïcha et tous ceux que j'oublie fatalement parce que j'oublie toujours les gens. La première question pour Safia. Safia, comment tu vas? Je vais très 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 bien. Ok. Et toi? Bah, écoute, plutôt pas mal. Enfin, tu connais le contexte en off. Je vais pas m'étendre dessus. La première question, c'est que je vais te demander de te présenter comme tu veux, sous l'angle qui te paraît le plus judicieux, et derrière, forcément, je vais te relancer. Donc, c'est à toi, Safia. Bon alors comme tu as commencé par parler de Consulide et du collège doctoral, je vais me présenter d'abord sous la casquette docteur en droit, puisque j'ai fait mes études de droit à Lille 2 et ma thèse sous la direction de Romain Boffa à Lille. J'ai maintenant la casquette de professionnelle en qualité d'avocate en droit des affaires et je suis en parallèle fondatrice d'une start-up embryonnaire qui s'appelle Ananke 360. Voilà. Ok. Et alors déjà, tu vois, petite question piège dès le départ. Vas-y. Comment tu pourrais définir une start-up? C'est quoi une start-up? En fait, une start-up, c'est une société qui ne sait pas encore quel est son public, qui crée un produit innovant pour répondre à un besoin qu'elle a détecté, qui ne sait pas encore comment le public va répondre à ce produit innovant et qui du coup teste ce produit auprès de sa clientèle cible qui peut être changeante et donc avec forte innovation et beaucoup de tests, pas mal d'incertitudes alors on voit souvent la capacité de croissance très forte d'une startup, justement parce que comme c'est un produit qui est censé ne pas exister avant, si la cible prend, la demande sera forte directement. Voilà. Ok. Et en fait, donc toi aujourd'hui, pour schématiser, tu Ouais. as une triple casquette, en l'occurrence. Tu es docteur en droit, avocate et créatrice de start-up. Moi, tu vois, bêtement, j'étais persuadé que quelqu'un qui était docteur en droit était nécessairement avocat. Est-ce que tu peux m'apporter des éléments de nuance là-dessus? Alors non, enfin déjà quand la voie classique après le doctorat, celle qui est la plus connue, c'est ensuite la carrière universitaire, même si c'est pas loin d'être la seule choisie. Donc souvent on va considérer qu'on fait un doctorat, puis ensuite on a vocation à évoluer dans l'enseignement universitaire.
Le doctorat, c'est surtout, enfin, en tout cas pour ma part, c'est surtout un diplôme qui permet de réfléchir les choses sous un angle neuf et de participer à la création, euh, de participer à la doctrine, en l'occurrence pour le doctorat en droit. Donc on n'est pas obligé de faire une thèse en droit pour être avocat. On peut passer le concours d'entrée à partir d'un master 1 acquis. Ensuite, on fait 2 années d'école, enfin 1 an et demi d'école d'avocat, et on passe un concours de sortie. Et puis là, on est admis pour intégrer, pour s'inscrire au sein d'un barreau et d'exercer en qualité d'avocat. Ok. Et en fait, je t'avoue que j'ai du mal à me représenter, mais c'est quoi le quotidien d'un avocat? Je sais, par exemple, tu vois que vous avez des règles éthiques qui disent tu ne peux pas faire de prospection commerciale. Ça, c'est un peu comme les experts comptables. Mais alors, du coup, qu'est-ce que tu fais au quotidien si tu peux pas taper les portes? C'est quoi le... Alors, c'est peut-être difficile de répondre à ça, mais si tu, pour les plus jeunes en tout cas, est-ce que tu pourrais me situer la semaine type? Ma semaine type, alors Vas-y. c'est extrêmement diversifié. En fait, ma semaine dépend un peu de mes demandes clients. C'est-à-dire que pour l'instant, je fais de l'accompagnement de start-up. J'accompagne des porteurs de projets sur toute question liée à leur activité ou à leur société. Euh, je travaille sur des problématiques liées à la faisabilité juridique des concepts, etc. J'accompagne aussi des groupes qui sont bien installés. Donc là, les demandes peuvent être aussi diverses que des audits contractuels, des révisions de contrats, des négociations. Il y a un peu de paperasse. Il y a pas mal d'administratifs, mais en fait, ouais, c'est vraiment diversifié. D'ailleurs, je t'avouerai que je cherche encore mes marques au niveau de la gestion du temps, parce que quand on gère son propre cabinet, il faut en même temps se faire connaître de son public cible, donc qui pour moi sont les entreprises. On a effectivement des règles déontologiques qui nous empêchent de faire certaines choses, quoique je les trouve encore assez larges, mais on doit travailler aussi notre visibilité pour que le client puisse nous trouver. On doit aussi gérer tout ce qui est la comptabilité. Alors moi, j'apprends un maximum de choses depuis quelques mois. Les frais, les ceci, les cela, la TVA. En fait, toutes ces règles théoriques qui prennent beaucoup de pratiques. Et puis, il y a la gestion client. Alors, ça peut être l'accompagnement par téléphone parce que avant de faire une action, le client veut être assuré. Ça peut être la rédaction en lui-même de l'acte juridique ou le lancement d'une action. Voilà, donc c'est très varié pour le coup. Ok. Et tu vois, pour le coup, l'épisode n'a pas encore été publié, mais j'ai interviewé Mhm. une dentiste et elle me disait, ben, ce que je trouve dommage dans mon métier, c'est que la partie administrative, quand tu deviens dentiste, on te l'apprend peu ou pas. Est-ce que ce genre de choses, vous l'apprenez en école d'avocat ou c'est un truc que tu apprends sur le terrain typiquement? Malheureusement, très peu, parce que il y a beaucoup de choses à aborder pendant le cursus école d'avocat. Et en fait, c'est jamais assez parce qu'on peut de toute façon pas voir les problématiques qu'on va rencontrer dans la vie professionnelle. Moi personnellement, je me suis formée sur le terrain avec mes partenaires, donc que ce soit avec mon expert comptable, que ce soit avec des formations spécifiques, etc. Ok. Et tu vois la question d'un candide, d'un type qui connaît absolument rien au droit, pardon. Tu vois, moi, je me dis, mais pourquoi tu t'es spécialisé en droit des sociétés alors que la logique voudrait, tu sais, au travers des séries et tout, d'être plutôt en droit pénal en disant ce type est pas coupable, gna gna. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis,
Bah moi, en fait, c'est pas le pénal qui m'intéresse, c'est le droit des sociétés. Alors ça, je pense que c'est propre à chacun selon son parcours de vie ou son parcours universitaire. Moi personnellement, à partir de la troisième année, à partir de mon premier cours de droit commercial général, je savais que la structure de l'entreprise, qui était du juridique, de la création à la liquidation, c'est ce qui allait me passionner. Donc, à partir de la troisième année, je me suis spécialisée en droit privé, puis en droit des affaires. Puis j'ai fait ma thèse sur l'entreprise, et donc naturellement, j'allais devenir avocate en droit des affaires et pas dans une autre matière. D'accord. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'école, t'étais une élève hyper brillante ou quelqu'un de normal? Enfin, pour ceux qui nous écoutent, est-ce Absolument qu'il faut pas, avoir 20 absolument pas. partout? Comment ça Alors se déjà, passe? j'ai eu mes périodes où j'étais plus studieuse que d'autres, plus impliquée que d'autres. J'ai vraiment aimé les études à partir de l'université. Avant ça, je faisais en sorte que ça passe et pas plus. J'avais plus un parcours scientifique, en l'occurrence. J'ai fait un bac S P maths, hein, donc rien ne me destinait au droit. Voilà, mais en fait, j'ai toujours voulu faire du droit. Je pense pour l'art de convaincre et pour la beauté des mots. Donc non, faut pas nécessairement être très bon partout pour être avocat. Je pense qu'il faut surtout euh, en avoir envie. Ok. Et, euh, et du coup, parce qu'a priori, tu as été, on va dire, à la fois juste dans tes résultats, et puis après, tu as eu envie de faire plus, on va dire. C'est quoi ton regard sur l'école en règle générale? Euh, voilà. Déjà, je reviens sur un truc. Je pouvais être juste parce que certaines matières m'intéressaient à ce moment-là. Les résultats suivaient et puis d'autres m'intéressaient moins. Par exemple, j'étais très très nulle en art plastique. Voilà, faut se l'avouer. Et quoique je me souviens quand même d'une œuvre faite. Bref, peu importe. Mon regard sur l'école en général, j'en ai deux. J'ai celui de l'étudiante, euh, où je trouve qu'il y avait pas assez jusqu'au lycée, j'ai pas trouvé suffisamment de personnes passionnées. Même si je pense que j'ai reçu une éducation qui était convenable, enfin voilà. J'ai vraiment trouvé la passion dans les professionnels qui m'enseignaient à partir de l'université. Et enfin, Voilà, ça pourrait peut-être déplaire ce que je viens de dire. non, 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 non. Mais je sais pas, t'as une explication à ça ou t'en as aucune idée? Vraiment, enfin, j'en ai aucune. Après, bon, si avec le regard extérieur, peut-être que les conditions, euh, les conditions pour les enseignants avant l'université sont pas aussi favorables que dans le milieu universitaire. Quoique même dans le milieu universitaire, je suis pas sûre que on puisse les dire favorables. Euh, non, j'en ai pas. Ou peut-être. Euh, Peut-être que c'est au regard des écoles que j'ai faites, ou peut-être pas juste les personnes passionnées avant ça, quoi. Ok. Et alors, par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, je sais parce que on a eu l'occasion d'en discuter relativement longuement avec Consulide et tout ça. Je sais que tu as pris du temps euh, à mettre au point ton projet pro. Euh, Quel regard porte ton entourage sur ce que tu fais aujourd'hui, tes parents, tes potes, enfin peu importe. Ça leur évoque quoi en fait quand on dit punaise, Safia est devenue avocate. Euh, c'est quoi le premier feedback que tu obtiens? Euh,
Bah alors, j'avoue que la prestation de serment, comme la soutenance de thèse d'ailleurs, a été une occasion pour moi de lire la fierté dans le regard de mes parents. Euh, et là, enfin, j'y repense et j'en suis encore émue. Donc, le premier feedback de mes parents, bah, ça va être la fierté, parce que je pense que ce succès, c'est d'abord le leur, parce qu'ils ont fait, alors sans parler de sacrifice, mais je suis très reconnaissante de l'éducation qu'ils m'ont donnée et des facilités qu'ils m'ont permis d'avoir. Pour mes potes ou pour mon entourage, bah, ils me disent que mes parents doivent être très fiers et effectivement, oui, du coup, ils le sont. Voilà. Ok. Et alors toi, tu es relativement jeune avocate. Tu remarqueras la délicatesse que j'ai, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je te demande pas ton âge, mais peu importe et je m'en fiche sincèrement. Mais comment tu fais pour convaincre des clients quand tu es jeune avocate? Ça peut être assez compliqué en fait. Et ben, dans mon cas, pas du tout, parce que bah, ça fait, je crois que ça doit faire 10 ans que je peux plus me dire jeune. Donc, comme Attends, ça attends, se attends, voit, attends, attends, ça attends. rassure Je te déjà. coupe. Non, 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 je te Non, coupe. Pourquoi 10 ans? bah, je sais pas. Non, non, me dis pas ton Non, âge, mais là- ça aurait pu être, je sais pas. euh, non, mais ça fait, ouais, pour moi, ça fait 10 ans que je dis plus que je suis jeune, quoi. ok, Je me sens jeune, hein, mais je me dis plus jeune depuis 10 ans. ok. Et Voilà. mais du coup, t'as pas répondu à ma question. Comment tu fais pour les convaincre? En fait, concrètement, je pense même pas, enfin, je ressens même pas le fait d'avoir besoin de les convaincre, dans le sens où moi lorsque j'ai fait ma thèse, j'étais autofinancée, donc j'ai commencé à travailler bah, il y a plus de 10 ans, plus de ouais 13 ans. Que ce soit enfin, en tant que juriste, en tant que conseil. En fait, ça fait 10 ans que je conseille de manière indirecte. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, bah, j'accompagne ma clientèle en toute indépendance. C'est que j'ai reçu très récemment le certificat pour me permettre de le faire. Mais mais dans mon esprit, bah, ça fait déjà 10 ans que j'accompagne les entreprises d'une manière ou d'une autre. Oui, ok, je comprends. Et est-ce que, parce que tu vois, moi, pardon, le regard que je porte sur ce métier, c'est que il peut y avoir une certaine forme de routine, tu vois. Alors forcément, vu de l'extérieur, on voit l'avocat qui plaide, machin, machin, mais je me dis finalement, les opérations restent toujours à peu près les mêmes. Enfin, tu peux me couper, hein, bien sûr, si t'es pas d'accord, mais je me dis, est-ce que finalement, derrière tout ça, t'as un projet professionnel bien défini, t'as une ambition, un rêve particulier qui fait que le matin, tu te lèves et tu te dis, j'y vais pour ça. Euh, Moi, alors, je vais te raconter une histoire. Ok, j'adore. Quand j'étais je crois, troisième ou quatrième année de droit, mon père qui est entrepreneur va chez un de ses clients pour recevoir du matériel et il attend le transporteur. Le transporteur tarde, mon père m'appelle, énervé, sanguin, et il me dit le transporteur est pas là, j'ai perdu ma matinée, ça va pas. Donc je lui dis bah écoute papa, enfin c'est très simple, je vais rédiger un courrier pour le transporteur, tu y appliqueras ton taux horaire et puis il te remboursera la matinée, il la déduira de la facture globale. Et donc il me dit ok, bon, je lui rédige le courrier, le transporteur accepte effectivement de déduire. Et puis 2 semaines après, il me rappelle, donc il avait une autre livraison chez un autre client et fâché, et il me dit oh, le transporteur était à l'heure. Du coup, et en fait, tu vois cette capacité de
transformer un problème en opportunité, de transformer quelque chose qui est stressant en quelque chose de serein. C'est en fait c'est juste magique de d'avoir un client stressé au téléphone et de le sentir d'une part s'apaiser au fil de la relation et de finir. Alors je pense pas que ce sera à chaque fois le cas, hein, mais en tout cas, je ferai en sorte que ce soit un maximum. Mais euh, c'est vraiment gratifiant que de voir qu'on peut apporter de la sérénité à la personne avec qui on collabore. Voilà. Ouais. Donc si j'avais un projet global, ce serait mais d'apporter de la sérénité au maximum d'entrepreneurs, quoi. Ok. En gros, t'apportes. Alors moi, j'appelle ça apporter des solutions aux clients, mais on n'est pas si loin que ça. Enfin, moi, j'ai plutôt une formation commerciale. Toi, Mhm. en gros, t'écoutes ce que veut ton client et finalement, t'essaies de le matérialiser au travers d'actes juridiques Mm. pour schématiser. Oui, on pourrait dire ça. Ok. Et c'est un métier. Comment c'est un métier prenant ou pas? Très. Dans le sens où tu travailles tous les jours ou comment tu fais parce que finalement, j'imagine que quand les gens se tournent vers toi, c'est qu'il y a un phénomène d'urgence. C'est-à-dire, je sais pas, j'ai tel ou tel type de problème, il faut me le régler rapidement. Du coup, il y a une forme de pression, je sais pas si c'est comme ça que tu l'appelles, mais une forme de stress, ce qui fait que à un moment donné, en fait, Alors je me dis oui, je me dis peut-être que vas-y, pardon. l'avocat est quelqu'un qui, bah, il essaie de répondre à tout le monde et au final, il en finit par travailler tout le temps ou je sais pas comment tu fais. Bah, c'est sûr que quand le client, bon, quand c'est pour de l'accompagnement, il est moins stressé. Quand c'est parce que il a reçu une mise en demeure d'un organisme d'État, il l'est peut-être un peu plus. Effectivement, le client arrive avec un stress certain. L'idée, c'est de pas récupérer son stress, et c'est d'ailleurs pour ça hein, que il faut faire intervenir un tiers pour l'accompagnement et de bénéficier de ce regard externe pour envisager les choses calmement et du coup calmer le client pour traiter le dossier plus sereinement. Mais c'est sûr il y a un peu de stress à chaque fois qui arrive à passer au travers des filets et que, en tout cas, moi, je suis pas tout le temps relax, quoi. Ouais, j'imagine bien. Et mais t'arrives comment? T'arrives à te ménager du temps pour toi ou t'es tout le temps sur le qui-vive? Oui. Bon, alors, Oui, oui, quoi du tu me coup? ouais, j'arrive à mener. En fait, bah, du coup, j'ai pas répondu totalement à ta première question sur est-ce que c'est prenant. Depuis que j'ai prêté serment, je t'avoue que je ne vois plus les journées passer. C'est-à-dire que je vais commencer à, je vais commencer à 7 heures et puis enfin, je vais lever le nez, il est 20 heures, mais j'ai fait tellement de choses différentes dans la journée que j'ai pas vu la journée passer. En revanche, je m'interdis d'ouvrir un écran le dimanche, par exemple, parce que il peut pas y avoir enfin, je suis pas pénaliste, il peut rien y avoir d'urgent un dimanche, donc j'estime que le portable reste éteint et c'est ma journée de off. Ok. Et donc du coup, t'arrives quand même parce que tu vois, moi il y a quelques années, alors avant qu'il soit ministre et tout, j'étais allé voir Dupond-Moretti, il faisait un one-man show. Et, et en fait, le sentiment que j'en ai eu en sortant, c'est de me dire, mis à part le côté show-off, plaider, etc., je me dis, punaise, mais ce type, en fait, il est sur les routes tout le temps. Est-ce qu'il a vraiment une vie sociale? Et pour faire le lien avec la future question que je vais te poser, je me disais, mais merde, en fait, est-ce que finalement, c'est pas un métier trop prenant? A priori, tu me rassures, tu as l'air d'avoir une vie sociale. Oui, en plus, je profite de mes déplacements professionnels pour avoir l'occasion en même temps de voir mes amis qui sont un peu éclatés partout en France. Donc souvent, quand j'ai un déplacement professionnel, j'ai aussi pas mal de déjeuners et de soirées bookées.
Donc mes trajets sont fatigants, mais pour des bonnes raisons. Ok. Donc non, non, je pense qu'on peut très bien associer vie personnelle, vie sociale et vie professionnelle. Enfin, en tout cas pour l'instant. Ok. Et tu vois, moi qui suis un profane dans le domaine, ça veut dire que toi aujourd'hui, Safia, t'es basé où sur t'as une juridiction, on va dire. Alors désolé si j'utilise pas les bons termes, mais t'es basé où et tu interviens où? Alors en Parce fait, je que tu suis parles de déplacement, donc ouais, je suis rattachée au barreau de Strasbourg. ok, Mais rien ne m'interdit d'accompagner des entreprises dans toute la France. Euh, voilà. ça marche. Et si tu devais schématiser pour quelqu'un qui connaît absolument rien dans ton métier, qu'est-ce qui est sympa et moins sympa dans ton métier? Le plus sympa, c'est découvrir, en tout cas dans le mien, c'est de découvrir les entreprises et la passion qu'ont les entrepreneurs pour leur entreprise. C'est-à-dire que bon, une fois la demande juridique passée, ils se, ils se, comment, ils expliquent un peu ce qu'ils font, leur clientèle, l'ingénierie, etc. Et ça devient vraiment passionnant parce que ils- les, les dirigeants t'embarquent dans leurs projets. Donc ça c'est une partie que j'adore parce que j'apprends énormément de choses et c'est très intéressant. La partie un peu moins fun, ce sera une partie d'administratif qui va être les relances pour recevoir un papier. Ça va être les services de l'INPI qui ne fonctionnaient pas momentanément. Ça va être voilà la partie administrative qui euh, qui m'intéresse moi. Ok. Et tu vois, dans le podcast La Bonne Équipe, en fait, il y a un mot sur lequel je suis super attaché, c'est le terme performance. Comment tu considères que tu es performante dans ton métier, Safia? Alors j'en suis pas encore à me poser la question parce que les premiers mois ça a été vraiment faire en sorte d'avoir une bonne installation, faire en sorte de savoir, de définir mes méthodes de travail, ma cible, la manière dont j'interagissais avec mes clients, etc. Donc j'avoue que ça va être le dossier du mois d'avril que de travailler la performance. Pour l'instant, j'en suis juste très basiquement à regarder le temps mis sur un acte et le chiffre d'affaires au mois. D'accord, ok. Voilà. Et comment alors tout à l'heure tu nous disais que tu étais investi dans dans un projet propre de start-up. Est-ce que tu veux nous en dire Mhm. quelques mots? Est-ce que c'est trop indiscret? Concrètement, tu essaies de ou tu travailles sur quoi? Alors en fait, je travaille sur une plateforme qui a vocation à être le trait d'union entre avocats et chefs d'entreprise. Mon objectif, comme je t'ai dit, c'est d'offrir de la sérénité au maximum d'entrepreneurs. Et j'aimerais beaucoup que ma solution permette à mes confrères et à mes consoeurs de fluidifier leurs échanges avec les chefs d'entreprise et qu'il y ait un gain de temps et un gain de productivité pour permettre à tous de se concentrer sur l'essentiel qui va être le conseil juridique, l'expertise et l'écoute. Ok. Voilà. Et concrètement, ça se matérialise comment du coup? Alors ça, c'est la partie magie. Donc, j'utilise mon joker. Ah, ok, ok. Et comment? Alors c'est pas grave. J'adore passer du coq à l'âne. Si tu devais me recommander
un livre, un film, une série, qu'est-ce que tu me recommanderais et pourquoi? Un film, C'est un chiant, livre, hein, une comme série. Bon, question. ouais, mais ouais, 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 très. Un Alors, film. logiquement, tu devrais me dire Ali McBeal ou un truc comme ça, non? Non, mais totalement pas. Vraiment pas. Déjà, je recommande absolument pas de regarder des séries américaines pour se faire une idée de la profession d'avocat en France. À aucun moment on écrit objection. Euh, alors, un film, un livre, c'est compliqué, il y en a beaucoup. Ok. T'es obligé de Euh, faire un choix, malheureusement. ouais, je sais. Je vais te donner un vieux film. C'est mon film préféré. Ah Je bah, connais les tu paroles par m'intéresses. cœur. Ok. C'est maintenant les gens diraient que c'est un vieux film, je pense. Hein. The Mask. J'adore ce Avec Jim film. Carrey. Ouais, ouais. En fait, j'en ai un américain et un français. Alors, ce serait The Mask ou le film français Le Dîner de con. Ah oui. C'est les deux films qui me font marrer, quelle que soit la situation. Voilà. Avec François Pignon, en l'occurrence. Oh mon Dieu. Mais bah, tu sais, quand on vivait au Canada, c'était assez compliqué les mots de tête avec l'accent québécois non-stop. Et on adorait regarder le dîner de con. Je sais pas, enfin on l'a regardé un peu trop souvent quand on était au Canada. Non, je le trouve magique ce film. Voilà. Euh, c'est pour donc ça c'était le film. Un livre. Bah écoute, je te dirais un auteur parce que Ok. aujourd'hui tout le monde est très très sérieux. Il y a un auteur que j'adore parce qu'il me fait rire. C'est très humour noir. C'est Tom Sharp. Euh, alors, certains le décrivent comme l'enfant que Jane Austen et les Monty Python auraient eu. Ah, ok. Tu vois un peu. Euh, c'est beaucoup d'humour noir. C'est très orienté absurde, mais néanmoins très très bien écrit. Euh, oui, c'est celui-là que je te recommanderais, pas pour des raisons d'évolution professionnelle, juste pour passer un bon moment. Non, mais le but, en fait, tu vois, je pose généralement la question aux personnes que j'interviewe et en même temps, tu vois, je me dis, l'idée, c'est pas forcément de faire le lien avec le métier, mais justement d'ouvrir Ouais, un peu les chakras, tu vois. Est-ce qu'il y a ouais. des gens qui t'inspirent ou t'ont inspiré? Euh, alors mon papa beaucoup, Et mon pourquoi? père m'inspire énormément euh, parce que je trouve qu'il a un respect pour les gens et il a des valeurs qu'il exprime au quotidien à travers ses actes qui sont assez impressionnants. Il est toujours très cohérent, très respectueux. Il sera jamais impressionné par un gros costard et il mettra jamais un démuni mal à l'aise. Et je trouve ça assez impressionnant. Ouais. C'est le moment sentimental. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et comment est-ce qu'il y a comment mis à part ton papa, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont inspiré? Oui, bien sûr. En fait, ce sont pas, alors c'est pas des personnes en particulier, ce sont des personnes sur des actes spécifiques ou pendant des périodes spécifiques. J'ai été pendant ma période de thèse, j'ai été très inspirée par mon directeur de thèse que je trouvais impressionnant intellectuellement et qui faisait énormément de choses, qui était très créatif dans sa manière d'enseigner le droit. Voilà, il m'a inspirée. Euh, j'ai été très inspirée par des personnes que j'ai rencontrées depuis que je côtoie le monde des startups, par par leur manière d'être toujours hors cadre, innovant. Euh, non, en fait,
il y en a tellement que je saurais même pas qui citer. Ok. Si je te dis que tu as le droit de me poser une question, on retourne les rôles pour une fois. Est-ce que tu as une question pour moi? T'es pas obligé. Ouais, alors j'ai une question. Quelle est la réponse la plus surprenante que tu aies pu entendre lors d'un podcast? Écoute, à la question pourquoi avez-vous décidé de faire ça? Réponse, je m'en fous, je l'ai fait à l'instinct. Et ça m'avait complètement calmé dans le sens où je me dis, tu vois, il y a beaucoup de gens en fait, et je me dis parfois comme quoi la vie, elle tient à un hasard. La personne me disant, ben, je l'ai fait au pif en gros, et je m'en foutais. Sauf que cette au pif et je m'en foutais a conditionné en fait toute sa vie. En l'occurrence, comment c'est Olivier Dauvert, quelqu'un qui écrit énormément sur la grande distrib, et me disant bah oui en fait j'ai pris conscience après que finalement mon choix était pas si pourri que ça. Enfin il me l'a dit textuellement comme ça, tu vois. Et et je me dis moi pour le coup, tu vois, je travaille sur de l'inspiration en disant bon les gars comment faire ce type de job et tout. Réponse, je l'ai fait au pif et je m'en foutais, je voulais voir ce que ça allait donner, tu vois. C'est génial. Ok. Et tu, comment tu, il y a une question que je t'ai pas posée. Alors c'est peut-être difficile d'y répondre, mais quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui se dit tiens, pourquoi pas le droit, pourquoi pas devenir avocat? Est-ce que tu as un petit tips à partager avec les gens? Alors déjà, le premier conseil que je donnerais à la personne qui se dirait pourquoi pas le droit et pourquoi pas être avocat, la première chose, c'est que bah, le droit ne mène pas qu'à l'avocature. Elle mène à beaucoup de très beaux métiers qui sont pas nécessairement mis en avant autant que l'avocature, mais qui sont tout autant passionnants. C'est des métiers que j'aurais pu faire si j'avais 10 vies dans une vie, comme les métiers de mandataire judiciaire, de magistrat, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, ce serait de choisir une discipline par passion et non pas une discipline, donc un domaine du droit, j'entends, euh, qui nous passionne et non pas une discipline qui rapporte ou enfin, ne pas se fier simplement à des critères financiers ou de visibilité, parce que bah, c'est quelque chose qu'on est censé faire quand même un certain nombre d'années. Donc, si en plus on peut être passionné, c'est mieux. Ok. Et comment alors je sais pas si tu as le droit de répondre à ce genre de questions au regard de l'éthique que vous avez. En fait, pour ceux qui nous écoutent, il faut savoir par exemple que un avocat n'a pas le droit de faire de Non, publicité. pardon, je te coupe. En Voilà. fait, la publicité n'est pas Vas-y. proscrite. Elle... Là, je me fais recaler en droit. Non, non, mais en fait, la publicité n'est pas proscrite. Elle est simplement encadrée par nos règles déontologiques. D'accord. Voilà. Ok. Du coup, en fait, ma question c'était comment te contacter, mais pas comment te contacter au travers de quel réseau, j'entends, mais dans quel but te contacter, pourquoi on doit te contacter. Je sais pas si tu as le droit de répondre à ce genre de Oui, questions. non, bien sûr que j'ai le droit de répondre. Alors, comment me contacter bah, je dirais là, dans l'instant T, via LinkedIn, où je suis pas mal active, donc sur mon profil. Via mon site internet qui va sortir dans 2 semaines, là qui est en train d'être implémenté, l'UX/UI étant terminé, www.kerbouche-avocat.fr et de manière générale, oui, non, sur LinkedIn, ce sera très bien.
Et puis alors pourquoi me contacter? Eh bien, si on a une problématique en droit des affaires, si on est une start-up innovante et qu'on a envie d'être accompagné, ou si on est une entreprise qui recherche une optimisation juridique et un accompagnement dans ce sens. Voilà. Ok, parfait. D'après toi, Safia, est-ce qu'il y a un sujet que j'aurais dû aborder avec toi et que j'ai oublié de faire, oublié de traiter, pardon? Euh, je n'en vois pas. Je sais, mes Ouais. questions sont En fait, je te pénibles. laisse guide de ton podcast. Tu vois, tu gères un peu le flot de notre échange. Qu'est-ce que tu aurais pu aborder comme question sur comment. Alors donc l'intitulé du podcast étant comment devenir avocat, hein, c'est ça? Oui. Euh, je sais pas. Oui, peut-être sur le nombre d'années d'études ou sur les différentes spécialités qui existent. Euh, Ouais, après, je t'avoue que pour être transparent avec toi, je savais pas trop si tu pouvais me parler des spécialités. Sous-entendu, en fait, je me dis, du point de vue, encore une fois, du profane, je me dis, il y a tellement de droits, de types de droits différents entre droit civil, droit commercial, droit administratif, etc., etc. Je me dis, ça peut être compliqué de répondre à ce genre de questions, tu vois. Mais vas-y, si tu t'en sens, oui, alors si tu t'en sens capable. Alors je vais m'y essayer. Je sais pas si j'en suis capable, je vais m'y essayer. Bon alors d'abord, quand un avocat prête serment, il devient pas avocat en droit des affaires ou avocat en droit du travail. Il est avocat. Ok. On n'a pas de spécialité à la base. On va se dire travaillant plus dans certaines dominantes, mais parce que on a une appétence naturelle pour pour ces matières-là, ou parce que on a une expérience qui nous permet d'intervenir dans ces matières-là. Donc voilà, le socle général, on est avocat. Ensuite, certains avocats sont spécialistes. Alors pour ça, ils doivent passer une spécialité. Ils doivent être reconnus par le barreau comme spécialistes de cette matière. Donc, tu vois, par exemple, moi, je suis pas avocat spécialiste en droit des sûretés parce que je ne l'ai pas fait cette demande-là, enfin cette procédure-là. Et sur les différents domaines. Mais là, c'est pour que le profane comprenne un peu à quelle porte il va taper. On va avoir l'avocat spécialisé en droit du travail qui va être là pour les salariés ou les employeurs. On va avoir l'avocat pénaliste qui fera du pénal, mais pas que. On peut avoir des avocats qui vont, par exemple, intervenir en droit de la famille, en droit pénal et en droit de la responsabilité, par exemple. Donc, ce sera toujours selon les dominantes qu'on retrouvera sur le site web ou sur les prestations que l'avocat exposera faire. Voilà. Mais mais donc là, par exemple, si tu venais taper à ma porte en me demandant d'intervenir en matière pénale, si ça n'est pas en pénal des affaires, je n'interviendrai pas, par exemple. Mais je pourrais te guider vers une consoeur ou un confrère qui est spécialisé en la matière. Voilà. Ok, parfait. Et du coup, en fait, pour que ce soit bien clair pour tout le Mhm. monde, tu peux faire tes études jusqu'au doctorat de droit, en gros, et le métier d'avocat fait appel à un concours qui a lieu après. Vrai ou pas? Alors, le concours, donc concours du CRFPA, les étudiants en droit. C'est quoi Ah donc, CRFPA? oh là mon Dieu, non ça c'est, tu couperas au montage. Je sais jamais, je sais jamais c'est quoi Non mais, l'acronyme. c'est- non mais justement, je vais pas couper. CRFPA, c'est l'école des avocats, c'est ça, ou pour schématiser? Écoute, attends, mon ami Google me répondra, mais c'est horrible. Alors,
Donc, non, en fait, il suffit d'être donc oui, l'examen d'accès au Centre régional de formation professionnelle d'avocats. Voilà. Ok, C'est ça bon? marche. Parfait. Et donc, Donc, il suffit en fait d'être titulaire d'un master 1 pour passer le concours d'avocat. Et lorsqu'il est validé, lorsque vous êtes admis, vous faites l'école des avocats pendant 1 an et demi, et ensuite vous avez le concours de sortie, et ensuite vous pouvez vous inscrire auprès d'un barreau pour prêter serment. ok. Et de manière comment, très simpliste, qu'est-ce qu'on apprend en école d'avocat? Enfin, encore une fois, hein, le but c'est de vulgariser, quoi. C'est pas de, euh, je te demande pas le détail de chaque UE et ainsi de suite, mais Bon, on y apprend alors, quoi. en école d'avocat, bon, déjà, il faut savoir qu'il y a des écoles d'avocats un peu partout en France, hein, il n'y en a pas qu'une. Euh, En école d'avocat, en tout cas dans celle que j'ai faite, bien il y avait comment rédiger des actes juridiques, comment plaider, comment gérer toutes les questions de conflit d'intérêts, euh, comment aborder la relation client, et j'en passe. En fait, ça n'était pas des cours de droit à proprement parler, mais des cours de pratique d'avocat. Voilà. Ok, oui, 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 ça me parle un peu plus du coup. Ok, c'est super clair. Écoute, Safia, je sais que tu es timé, donc je vais pas te retenir plus longtemps. Je te remercie vivement à la fois de ton adaptabilité sur le planning d'aujourd'hui, qui n'a pas été simple, et de mon fait en l'occurrence, pour ta ponctualité. Et puis, forcément, c'est le principe du podcast, les gens ne le voient pas, mais pour ton sourire, parce que, encore une fois, on a eu la chance de se rencontrer au travers de Consulide et donc une émanescence euh, de l'université de Lille. J'avais trouvé tes interventions pour le coup canon. Je mettrai bien évidemment davantage de descriptifs dans l'épisode du jour. Euh, à tous, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous embrasse et à bientôt. Ciao. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu as écouté cet épisode dans son intégralité, et dans ce cas-là, je t'en remercie vivement. Si tu veux nous aider à remonter dans les moteurs de recherche, pour ça, il y a 3 solutions. La première, abonne-toi directement au podcast La Bonne Équipe. La deuxième, mets-nous des commentaires trop sympas et des évaluations qui vont avec sur les plateformes comme Apple Podcast ou Spotify. Et enfin, n'hésite pas à abonner de force tes amis ou ta famille, ça leur fera du bien. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.